La Faso visée par plusieurs attaques. Des bâtiments de la capitale à Ouagadougou ont été pris pour cible. Il s'agit de l'Institut français et de l'ambassade de France. La situation est sous contrôle, a annoncé le ministre des Affaires étrangères française. C'est la confusion en revanche en ce qui concerne l'attaque menée contre l'état-major des armées burkinabé. Le ministre de l'Information fait état de 4 assaillants neutralisés à l'ambassade et de 2 assaillants à l'état-major, 2 civils burkinabés tués, 5 militaires décédés à l'état-major. Nous en reparlerons dans un instant. Quelles seront les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne une fois que le divorce sera prononcé dans un an? Theresa May a à nouveau tenté de répondre à cette question car de très nombreuses inconnues demeurent en ce qui concerne l'après-Brexit, notamment le statut de l'Irlande du Nord. Theresa May a annoncé vouloir la mise en place d'un accord le plus large possible et elle a répété son engagement à éviter une frontière physique avec la République d'Irlande. Dernier jour de campagne en Italie, les élections législatives auront lieu dimanche. Selon les derniers sondages, la coalition de centre-droit arriverait en tête et pourrait atteindre les 40% nécessaires pour obtenir la majorité absolue et pouvoir gouverner le pays. Reportage à suivre dans ce journal. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur France 24. La capitale burkinabé, Ouagadougou, a donc été visée par plusieurs attaques. Une tentative avortée contre l'ambassade de France et l'Institut français où la situation est désormais sous contrôle, indique le ministre des Affaires étrangères française. Aucun ressortissant français n'a été tué ou blessé, précise une source diplomatique. Le parquet de Paris annonce de son côté avoir ouvert une enquête pour tentative d'assassinat terroriste. Difficile en revanche de savoir si l'attaque menée contre l'état-major des armées est toujours en cours. Selon le ministre burkinabé de l'Information, 4 assaillants ont été neutralisés à l'ambassade et 2 assaillants à l'état-major. 2 civils burkinabés ont été tués et 5 militaires sont morts à l'état-major. Amadouba, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé au groupe Afrique à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Alors la capitale du Burkina Faso, a été victime ces dernières années de plusieurs attaques djihadistes qui ont visé souvent et fréquemment des Occidentaux. Cette fois, c'est l'ambassade de France. Il y a aussi l'état-major des armées burkinabé qui est visé. Mais ces attaques, en tout cas celle contre l'ambassade française, n'a pas abouti. On peut dire quand même que c'est tout un symbole de viser 2 bâtiments comme cela. Effectivement, nous pouvons dire que ces attaques deviennent récurrentes. Ça commence même à saper l'économie du pays. Voilà. Donc, ces 2 symboles visés, que ce soit l'ambassade de France, la primature et l'état-major, on peut même dire que c'est 2 cibles les plus stratégiques. Ces 2 signaux envoyés à la France et au Burkina Faso. Bon. Le ministre de la Défense, Jean-Claude Bouda, parle d'une attaque terroriste, de même que l'ambassadeur Jean-Marc Taillon. Mais selon la classe politique burkinabé, il y a quand même une coïncidence bizarre avec le procès des 2 généraux, les présumés putschistes, qui a été reporté hier. Certains parlent d'un moyen de pression sur le pouvoir. Donc vous pensez que finalement on irait peut-être trop vite en disant justement que s'il s'agit d'une attaque terroriste, qu'il s'agirait plutôt peut-être d'une revendication par rapport à ce procès? Certainement oui. C'est pour ça qu'il faut y aller avec prudence avant de parler d'attaque terroriste, parce qu'aujourd'hui, aucun groupe ne l'a revendiqué. Ni l'AQMI, ni les Morabitons. Sachant que déjà l'attaque du 13 août dernier n'avait pas été non plus revendiquée. Oui, effectivement. Et ce qui s'est passé, les assaillants portaient des tenues militaires burkinabées. Donc lorsqu'ils sont arrivés à l'état-major, ils ont enfilé les tenues militaires. Et d'habitude, ils ne portaient pas de tenue. Donc lorsqu'ils ont échoué au niveau de l'ambassade de France, ils sont allés directement attaquer l'état-major, puis la primature. Certains parlent même de divertissement. Mais moi, je dis qu'il faut vraiment être prudent avant d'avancer des hypothèses d'attaque terroriste. Il y a aussi certaines langues qui se délirent en parlant d'une coïncidence, d'une connivence avec les anciens caciques du régime qui veulent réinstaller le désordre qui a été. Et aujourd'hui, freiner l'élan de développement qui est entrepris
entrepris aujourd'hui par le président Roch-Marc Kaboré. On remarque aussi, enfin on se dit aussi évidemment, en voyant l'ambassade de France visée, qu'il y a forcément peut-être un lien avec son implication dans la région, avec le G5 notamment au Sahel. Oui, effectivement, nous pouvons dire, parce que la France est très présente au niveau du Sahel, avec une force au niveau du Niger, avec l'opération Barkhane au niveau du Mali, jusqu'au Burkina Faso. Et sur ce, ça devient un peu quand même gênant. On peut dire que aussi c'est une cible pour la France pour qu'il revienne à ses ordres. Donc pour moi, il faut aller avec prudence. Les deux hypothèses sont tous possibles. Il peut y avoir une connivence avec l'ancien régime, il peut y avoir aussi une attaque de nature terroriste. Voilà, donc il faut y aller avec prudence. Vous disiez également au début de votre intervention que ce genre d'attaque évidemment a un impact négatif sur l'image de Ouagadougou, sur l'économie. Les gens, il y a eu un vent de panique, bon, ce qui est normal quand il y a des attaques évidemment, mais il y a des conséquences à long terme. Effectivement, il y a des conséquences économiques et politiques sur la géostratégie et la géostratégie économique et politique. Aujourd'hui, c'est un pays qui est en train de se développer petit à petit, qui émerge, qui reprend des vices. Aujourd'hui, si on continue à les attaquer tous les 6 mois ou toutes les années, ça devient quand même un coup dur à l'économie. Voilà. Aujourd'hui, c'est une zone qui est déconseillée, comme le Mali. C'est pas bien pour l'économie, ni pour la sous-région. Donc, le signal est renvoyé surtout à la communauté internationale de mettre les moyens et de doter beaucoup de moyens à la force de G5. Ils se sont réunis récemment à Bruxelles, la semaine passée. Il y avait tous les chefs d'État du G5, que ce soit le président Roch-Marc Kaboré, Aziz de Mauritanie, le président Issoufou, le président Ibeka. Mais jusqu'à maintenant, les moyens ne sont pas réunis. Il faut doter beaucoup plus de moyens et d'équipements aux militaires pour qu'ils puissent réagir. De passage, je félicite aussi l'intervention de la force spéciale burkinabé qui a réagi immédiatement avec des soldats français. Ils sont venus en hélicoptère pour déloger ces assaillants et les neutraliser. Aujourd'hui, la situation est maîtrisée. Merci beaucoup Amadou Ba d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la situation actuellement au Burkina Faso. On va passer au reste de l'actualité. Theresa May dévoile sa vision de l'après-Brexit. Une réponse de Londres à Bruxelles qui était très attendue. La première ministre britannique dit vouloir un partenariat commercial sans précédent avec l'Union européenne. Mais les points de friction restent nombreux, comme le statut de l'Irlande du Nord. Elle a répété son engagement à éviter une frontière physique avec la République d'Irlande, mais aussi qu'elle n'accepterait jamais une frontière en mer d'Irlande. Je vous propose de l'écouter. Nous devons, avec l'Union européenne, admettre qu'il s'agit d'une négociation et aucun de nous ne peut avoir exactement ce qu'il veut. Mais j'ai bon espoir que nous parviendrons à un accord. Nous voulons tous deux un bon accès au marché de l'autre. Nous voulons que la concurrence entre nous soit juste et ouverte. Et nous voulons des moyens fiables et transparents pour vérifier que nous respectons nos engagements et résolvons nos différends. Et nous retrouvons à Londres notre correspondante Bénédicte Pavio. Bénédicte, bonjour. Alors Theresa May a défendu aujourd'hui dans son discours l'idée d'un accord le plus large possible. Qu'a-t-elle rajouté à sa vision post-Brexit qu'elle n'aurait pas déjà exprimée avant ? Écoutez, elle espère pouvoir convaincre les leaders européens et les négociateurs européens, qu'il s'agisse de Donald Tusk qui était à Londres hier ou aussi Michel Barnier, le chef négociateur de l'Union européenne, qu'effectivement elle a donné sa vision aujourd'hui des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne post-Brexit et on va voir s'il y aura assez de détails. Est-ce que c'est le bon, ce troisième discours, après celui à Florence l'année dernière, aussi celui à l'origine, le premier de Lancaster House? Je n'en suis pas certaine. En tout cas, il y aura des hauts, il y aura des bas. Oui, c'est nous qui avons choisi de partir, a dit la première ministre britannique. Nous avons donc une responsabilité pour trouver une solution, mais nous ne pouvons pas le faire tout seul. Autrement dit, elle sous-entend, il faut donnant-donnant de la part de l'Union européenne. Alors, elle a aussi exprimé 5 tests, elle a exposé 5 tests qui, a-t-elle dit, doivent vraiment être respectés. Le premier implique, dit-elle, que tout accord devra
respecter le résultat du référendum. C'est là un petit rappel à la population britannique. Vous avez voté pour le Brexit, eh bien il faut l'entériner. Le deuxième, que cet accord ne doit pas être rompu. Et le troisième, il y en a donc trois autres, mais je dirais simplement le troisième, qu'il faut protéger les emplois, la sécurité, parce qu'il y a bien évidemment des arguments économiques ici à respecter. Donc on verra si cela suffira pour les négociateurs européens. Je pense qu'ils seront déjà en train d'éplucher le discours et que nous allons entendre très rapidement des réactions qui ne seront pas très impressionnées par les quelques détails que la Première ministre britannique a rajoutés aujourd'hui. Alors Theresa May a affirmé vouloir éviter la mise en place d'une frontière physique avec l'Irlande du Nord. Est-ce que c'est possible ? Écoutez, selon la Première ministre britannique, oui, elle l'a dit. Elle a même en fait commencé son discours en disant « je suis la Première ministre de 4 nations ». Donc elle se rappelle, elle rappelle à tout le monde, à leur bon souvenir, le fait qu'elle n'est pas simplement la Première ministre de l'Angleterre, mais aussi du Pays de Galles, de l'Irlande du Nord et de l'Écosse. Il est certain que ces 3 autres nations ont certains griefs et ne se sentent pas souvent assez respectés, certainement dans ces négociations de Brexit, et ils le disent. La Première ministre écossaise l'a dit elle-même ce matin, Nicola Sturgeon. Je pense qu'elle non plus ne sera pas satisfaite de ce qu'elle a entendu cet après-midi, mais nous verrons. Je ne veux pas mettre des paroles dans sa bouche, mais certainement la Première ministre, et dans son discours, et aussi en répondant à des questions de journalistes, a oui, clairement réitéré, pas question d'une frontière dure en Irlande du Nord, avec donc la République d'Irlande, pas question parce qu'on peut faire ça autrement, a-t-elle dit. Elle a donc énuméré plusieurs options et c'est vraiment une question, a-t-elle dit, essentielle. Il n'est pas aussi question qu'il y ait un différent système de douane en Irlande du Nord, territoire britannique, que du reste du Royaume-Uni, ici propre. Merci beaucoup Bénédicte, vous étiez en direct de Londres. Dimanche, les Italiens se rendront aux urnes pour élire leurs députés et leurs sénateurs. Selon les derniers sondages, la coalition de centre-droit arriverait en tête et pourrait atteindre les 40% nécessaires pour obtenir la majorité absolue et pouvoir gouverner le pays. Cela grâce à une alliance du parti de Silvio Berlusconi avec la droite radicale et souverainiste emmenée par la Ligue et le parti Fratelli d'Italia. À 81 ans, le Cavaliere apparaît comme le seul rempart contre la vague populiste qui frappe l'Italie. Le seul en mesure de barrer la route au mouvement 5 étoiles. Comment est-ce possible, lui, à qui on disait qu'il était fini après avoir été déchu de son siège de sénateur en 2013 ? Je vous propose de regarder ce reportage de notre correspondante Natalia Mendoza. Pour son grand retour sur le devant de la scène politique, Silvio Berlusconi fait salle comble. 4 ans après son éviction du Sénat, il est de nouveau sous le feu des projecteurs, pour le plus grand plaisir de ses électeurs. Silvio Berlusconi a toujours été notre président. C'est lui qui comprend vraiment ce que veut le peuple. Umberto et Pietro font eux aussi partie des soutiens de Silvio Berlusconi. Électeurs de la première heure, ils aiment le personnage, mais aussi son programme, et notamment une mesure qui les concerne directement, la mise en place d'un revenu minimum pour les retraités. Beaucoup de retraités doivent vivre avec 400 € par mois. Ce n'est pas possible. Et son projet de donner une retraite minimum de 1 000 € est une question sociale, une question de dignité et de justice. Sa coalition donnait en tête des intentions de vote. L'ancien chef de gouvernement peut aussi compter sur le soutien des chefs d'entreprise. Francesco Bombelli emploie 1000 salariés et il n'a qu'un modèle de réussite, Silvio Berlusconi. En tant qu'entrepreneur, il est un modèle. Il est parti de rien et est devenu le premier éditeur italien. Les chaînes de télévision, l'équipe du Milan AC, tout ce qu'il a fait est un succès. Selon lui, Silvio Berlusconi est le mieux placé pour relancer l'économie, et ce, grâce à sa proposition de réduire les impôts en créant une taxe unique sur les revenus. J'aimerais élargir mon activité, mais il y a trop de bureaucratie.